explications et du coup, j'ai pas repris. Voilà. Vous pourrez mettre une tête, Delphine ou Sophie. Voilà. Vous avez les deux infirmières. Et on vous accueille avec grand plaisir, quand vous voulez. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. On peut commencer voilà, tout doucement. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon? Oui. Oui. Ok. Ouais. Alors, je vous présente le deuxième webinaire. On ne vous entend pas, Marianne. Votre micro est coupé. Ça va mieux là? Ah oui, c'est parfait. On vous entend. Oui, merci. Enchantée. Bienvenue. Pardon pour mon retard. Il n'y a pas de souci. On n'a pas encore commencé. Encore un petit peu, on allait commencer, mais de toute façon, il va y avoir un replay, un enregistrement. Donc voilà, on a dit que on n'avait pas trop de temps pour monter. Il y a des personnes qui se connectent. Marie-Noël, ça a tendance à couper quand tu vas parler. Il faudrait que je parle un petit peu plus fort à côté du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça fait un petit peu écho. D'accord. Est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça au niveau de l'écho, Sophie? C'est très bien, c'est parfait là. Oui. Ok, super. Merci. Et là, ça va? Tu veux que je reparle pour voir si au niveau de l'écho c'est bon, c'est ça, Delphine? Sophie, est-ce que tu... Oui, c'est bon pour moi. Ok. Marianne et Sylvie, c'est bon pour vous? Vous entendez bien, Marie-Noël? Parfait. Très bien. Oui. Allez, bah super. Parce qu'en fait, je vais enlever mon micro. Alors, je vais commencer. Bienvenue au webinaire, deuxième webinaire de Ginkgo. Alors, quelques mots sur Ginkgo, malgré qu'à mon avis, vous connaissez déjà Ginkgo, mesdames. Donc, c'est une infirmière dédiée pour un parcours de soins personnalisé avec des praticiens certifiés et en prévision, une belle application pour simplifier la vie de tout le monde. C'est quoi Ginkgo? En fait, c'est un parcours de soins établi sur 6 pôles. Le pôle de l'activité physique, adapté bien sûr, un pôle bien-être, un pôle sur la douleur avec plusieurs spécialités, un pôle émotion, un pôle nutrition et un pôle vie sociale. En fait, il y a, et puis plein d'autres choses, mais c'est les principaux, ça tourne autour de ça. Voilà. Je vais laisser place à ma collègue Marie-Noël. Oui, j'ai oublié de dire que si ça vous intéresse, mais comme je sais que les dames qui sont là connaissent, et si ça vous intéresse, il faut prendre rendez-vous avec par téléphone avec Sophie, infirmière coordinatrice, ou moi-même, et on fait un bilan et on voit avec vous quels sont vos besoins, et après vous décidez ou non de choisir le parcours qu'on vous propose ou pas. Voilà. Donc on va commencer sur l'alimentation préventive. Je te laisse te présenter du coup, Marie-Noël. Oui, merci Delphine. Donc bonjour à toutes.
Moi, effectivement, Delphine l'a dit, je suis Marie-Noël. Je suis diététicienne nutritionniste et notamment, je travaille pour Ginkgo. Où, en fonction des besoins des patients, effectivement, j'ai des patients en consultation, surtout visio, mais voilà, parce que moi je suis basée dans le sud de la France, donc voilà. Au sommaire en fait de ce qu'on va voir ce soir, on va voir très rapidement l'hygiène de vie pour essayer de replacer l'alimentation, voilà de quoi on parle vraiment au niveau prévention santé. Ensuite, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu interactif, donc je vous poserai quelques questions de quiz, voilà, pour que ce soit pas trop une présentation trop magistrale. Ensuite, on verra l'assiette préventive, donc vraiment l'assiette, on va dire santé, les recommandations officielles, et on finira par un petit temps de questions-réponses si vous en avez. Là, on n'est pas très nombreux, donc si vous avez une question pendant mes explications, vous pouvez soit lever la petite main qui est en bas pour demander la parole, soit si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous pouvez aussi, dans le chat, il y a une petite bulle en bas à droite, si vous voulez écrire une question par exemple. J'essaierai de regarder de temps en temps s'il y a une question. Voilà, mais n'hésitez pas. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Allez, c'est parti. Donc, on va voir déjà l'hygiène de vie. Pardon, ça devrait nous amener jusqu'à quelle heure à peu près? C'est prévu On a prévu une heure, sachant qu'on a prévu 20 minutes à peu près de questions-réponses. Inclus, donc. 1 heure en tout. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, première petite question. Est-ce que vous connaissez le pourcentage des cancers qui sont liés à l'hygiène de vie? Alors là, vous pouvez justement, on va tester, utiliser la petite... le chat, la petite enveloppe en bas à droite pour noter la réponse entre 10%, 30% ou 40%. À votre avis? Est-ce que vous voyez en bas à droite, il y a une sorte de petite bulle avec des traits? À côté des petits personnages. Ah. Faut répondre? Oui, vous pouvez envoyer un message, voilà. Donc, j'ai vu la première réponse. Donc là, la première réponse est 30%. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou est-ce que je donne la réponse? Marianne, vous pouvez nous donner la réponse orale si vous voulez. Oui. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le noter là. 30, je pense. J'en sais Vous rien. auriez dit 30 aussi. Oui. Ok. Eh bien, en fait, c'est 40%. 40% des cancers qui sont liés à l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, on va voir ce que ça comprend. Parce que ça comprend aussi, effectivement, pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, l'hygiène de vie, c'est vraiment des facteurs qui sont modifiables. On va en voir effectivement en premier l'alimentation dont on va parler ce soir. Mais il y a aussi la consommation d'alcool, le tabac, les UV aussi, qui peuvent être responsables aussi de lésions au niveau de l'ADN et donc de facteurs de risque de cancer. Et l'activité physique, sédentarité en fait. La sédentarité va être aussi un grand facteur de pathologie, on va dire dite de civilisation. Donc ça, ce sont vraiment les facteurs de risque au niveau hygiène de vie qu'on peut modifier. Mais il y a aussi plein d'autres facteurs. Donc effectivement, on peut avoir aussi une bonne hygiène de vie. Ça ne nous protège pas forcément à 100%, puisqu'effectivement, il y a le risque génétique. Voilà, on peut avoir des prédispositions génétiques. L'âge, plus on va avancer en âge, effectivement, plus on va avoir un risque. On peut avoir aussi tout ce qui est exposition professionnelle à des substances cancérogènes comme l'amiante ou autres, des infections. Voilà, donc il y a vraiment... c'est plurifactoriel, donc on ne peut pas forcément analyser ou dire c'est une cause et on pourra échapper aux pathologies. Mais déjà, si on travaille sur l'hygiène de vie ou à ces facteurs modifiables, vous voyez que 40%, voilà, il y a vraiment pas mal de cas qu'on peut éviter. Alors maintenant, on va faire le petit quiz après l'hygiène de vie pour remettre en contexte. Donc, on va refaire des petites questions et on va réutiliser le chat. Alors, première question, à votre avis, on parle beaucoup du sucre dans le cancer. Est-ce que le sucre est délétère pour la santé?
Oui, non. Alors, je vais regarder le chat. Donc, j'ai un oui. J'ai un oui. Et peut-être que Marianne, vous avez... Oui, j'arrive pas à me faire. Si vous voulez dire à l'oral, il n'y a pas de souci. Pardon, hein. Si ça vous gêne pas. Pas du tout, oui. Vous auriez dit oui aussi. Oui. Ah, ça y est. Ça y est, pardon, voilà. Ah, bravo. Super. Ok. Alors, en fait, le sucre, il va être problématique quand il va être en excès. C'est-à-dire que si on consomme, ça reste effectivement un produit plaisir, donc à consommer en petite quantité, et ça va être vraiment une question d'équilibre. Voilà, c'est un produit plaisir qu'on a le droit de prendre et on ne va pas avoir des effets délétères si on en prend en quantité raisonnable et en fréquence raisonnable. Ça va être vraiment, c'est comme tout, c'est l'excès qui va être défavorable. Voilà. Alors, autre question. Quel est le pourcentage de la population qui arrive à manger, au niveau des recommandations, les 5 portions de fruits et légumes par jour, à votre avis? Alors là, je n'ai pas donné d'orientation, donc il faut donner un chiffre au hasard. Donc là, j'ai 5%. Et 3%. Ah, là, ça fait vraiment pas beaucoup. Non, il y a quand même plus de monde. Il y a 42% quand même. Donc, c'est quand même pas si mal, mais ça fait quand même moins de la moitié de la population qui arrive aux recommandations officielles des 5 fruits et légumes par jour. Donc déjà, est-ce que vous savez, quand on parle de 5 portions de fruits et légumes par jour, à quoi ça correspond? Est-ce que les jus, ça rentre en compte ou pas? Parce que je les ai pas comptés, moi, mais les soupes, aux légumes, les jus de fruits, tout ça. Enfin, oui, on se fait oui. nous-mêmes, hein, je veux dire, pas les trucs industriels. Ouais, oui. d'accord. Oui, oui. Est-ce que vous savez les portions, à quoi ça équivaut? Quand on parle de 5 portions de fruits et de légumes par jour, est-ce que pour vous, c'est clair de savoir quelle quantité consommer ou pas? Non. Non? Non. Alors, on va le voir. Donc, en fait, une portion, c'est à peu près entre 80 et 100 grammes. Et ça va être l'équivalent, vous voyez, d'un point. Un point, ça va être à peu près une portion. Donc, si on parle, par exemple, des fruits, une pomme, c'est à peu près la taille d'un point. Par contre, pour des fruits qui vont être plus petits, comme par exemple la clémentine, le kiwi, ben, c'est plus gros. Enfin, le point, il va être plus gros. Donc, on peut en prendre 2. 2 kiwis, ça va être une portion. 2 clémentines, ça va être une portion. Les abricots, c'est encore un petit peu plus petit. On peut prendre 3 abricots, ça fera une portion de fruits. Pour les grains, tout ce qui est par exemple les cerises, les raisins, ça va être entre 12 et 15 grains. Voilà, ça fait une portion. Donc là, je parlais des fruits. C'est à peu près 80-100 grammes. En ce qui concerne les légumes, donc j'ai fait un petit exemple. Si on prend des légumes midi et soir dans l'assiette, en belle proportion, en général, on conseille à peu près 150 grammes. Ça fait une portion et demie. Mais si on en prend midi et soir, on va avoir 300 grammes. Donc, ça fera 3 portions déjà de légumes. Et si on prend 2 fruits par jour, les portions de fruits dont je vous ai parlé, ben on sera à nos 5 portions. Voilà. Donc, c'est pas 5 fruits différents, 5 légumes différents. On parle en portions et plutôt en grammage. Voilà, pour avoir le taux, assez de fibres, ça on va en reparler tout à l'heure, et assez de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, voilà, qui sont apportés par les fruits et légumes. Alors ensuite, le chocolat. J'espère que vous aimez. Donc, est-ce que, à votre avis, le chocolat noir est meilleur pour la santé que le chocolat au lait? Alors, j'ai une réponse déjà qui a été instantanée, qui a été oui. Et oui, j'ai 2 oui. Alors, en fait, moi, ce que je conseille, c'est de manger celui qui fait le plus plaisir. Parce que l'alimentation, ça reste un plaisir. Et le chocolat, ça va... On considère que c'est quand même un produit, on va dire, sucré. Donc, comme on a vu au niveau du sucre, ça reste un produit plaisir en quantité raisonnable et en fréquence raisonnable. Donc, en fait, quand on va manger du chocolat, si c'est une petite portion, ça n'aura pas forcément beaucoup d'incidence au niveau santé, que ce soit du chocolat noir ou du chocolat au lait. Et ils vont apporter des choses différentes. Donc, le chocolat noir, effectivement, il va être moins sucré. Par contre, il va être plus gras et il va aussi avoir une petite quantité de magnésium. Mais comme je disais
on va en manger en petite quantité. Bon, il n'y aura pas quand même beaucoup de magnésium. En tout cas, ça permettra pas de couvrir les besoins. Et le chocolat au lait, effectivement, il va être plus sucré. Mais par contre, lui, il va contenir plus de calcium. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément... Et oui, et au final, comme il y a moins de sucre dans le chocolat noir, mais plus de gras, ben, ils vont avoir le même nombre de calories. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément un aliment mauvais pour la santé ou d'aliments qui sont bons pour la santé. C'est toujours des balances. Donc, ce qui permettra plutôt d'être dans des comportements pro-santé, ça va être vraiment les quantités et les fréquences auxquelles on va manger du coup ces aliments. Alors, maintenant, une question qui revient souvent, c'est par rapport au jeûne. Est-ce que vous pensez que c'est un effet bénéfique justement au niveau du cancer, au niveau de la progression du cancer? Le fait de jeûner. Alors, je ne vais pas regarder. Alors, c'est partagé. J'ai un non et un oui. Alors, en fait, les recommandations actuelles, avec les études qu'on a pour l'instant, ne le recommandent pas. Et pourquoi? En fait, le risque est plus grand. Ça va être le risque de dénutrition. C'est vraiment ce qu'on va essayer d'éviter quand la maladie s'est déclarée. Parce que justement on va être plus fatigué par les traitements, on va avoir ce qu'on appelle de l'hypercatabolisme et une risque justement de fonte musculaire. Donc en fait le fait de jeûner, ça va plutôt nous affaiblir au niveau du système, voilà, de tout l'organisme. Donc ça va pas être recommandé. Après voilà, toujours avoir avec de toute façon votre équipe médicale quand éventuellement il y a vous avez entendu et que vous demandez conseil, voilà, ce sera toujours avec l'équipe médicale qu'il faut voir pour pas que voilà les traitements qu'il y ait un effet délétère par rapport au traitement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 40% de dénutrition si on parle de tout cancer confondu. Selon les types de cancer, il y en a qui vont être plus sujets encore à de la dénutrition, tout ce qui est sur le système digestif. Mais voilà, c'est quand même un pourcentage qui est assez important. Et la dénutrition vraiment est à risque fort, on va dire. Ça va être toujours ça qu'on essaie de traiter en priorité aussi, parce que ça a vraiment des effets délétères sur la pathologie aussi. Alors, autre question. Manger mieux est plus important que bouger en termes de prévention santé vis-à-vis du cancer. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que manger mieux est plus important que l'activité physique? Alors, j'ai un premier faux. Et j'ai un deuxième faux. Bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est aussi important. On a vraiment, comme on parlait d'hygiène de vie, ça va être vraiment tous les facteurs. Donc, autant l'alimentation que l'activité physique. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On va travailler sur tous les facteurs d'hygiène de vie. Oui, tout à fait. Une petite question sur le curcuma aussi, qui revient souvent. Est-ce que le curcuma est protecteur? Alors, j'ai un oui. Et j'ai un deuxième oui. Alors, là, c'était vraiment pour aussi montrer qu'il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Effectivement, le curcuma, c'est un antioxydant avec la curcumine. Il a des propriétés qui favorisent justement une prévention santé. Par contre, quand on va en consommer dans l'alimentation, ça va être quand même déjà une petite quantité. Et la curcumine est très peu dosée et va pas être beaucoup absorbée au niveau intestinal. Donc, on va faire favoriser effectivement en prévention santé, je parle hors traitement, quand on n'a pas de pathologie, d'utiliser effectivement des antioxydants dans l'alimentation, des fruits et légumes de couleur, des épices. Mais par contre, ça va pas avoir un impact, en tout cas sur un aliment, ne va pas avoir un impact, un effet protecteur à lui seul, puisque c'est vraiment l'alimentation de manière générale qui va être bénéfique et qui va être protectrice. Voilà, donc après, bien sûr, ça va favoriser quand même le goût, ça va mettre de la couleur dans l'assiette, ça peut être aussi une alternative au sel, donc on va favoriser effectivement cette consommation en prévention. Mais voilà, il n'y a pas d'aliment, ce que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas d'aliment anti-cancer. Des fois, on entend, ça, c'est protecteur du cancer. Non, ça va être vraiment une alimentation globale qui va être protectrice. Alors, on va voir l'assiette préventive.
Donc l'assiette préventive, on peut la diviser en 3 avec 3 catégories alimentaires. Donc là, je vais parler de suite des fruits et légumes puisque j'ai parlé un petit peu des antioxydants. Effectivement, on va essayer de végétaliser l'assiette qui va apporter des antioxydants avec des fruits, des légumes de couleur, des fibres. Donc là, je vais y revenir, je vais faire un petit focus sur la santé intestinale. Donc les fibres vont être importantes. Et les fruits et légumes vont nous apporter les vitamines et les minéraux qui sont vraiment importantes pour que le corps fonctionne bien. Ça ne va pas apporter d'énergie en soi, mais ça va permettre que toutes les réactions qui se passent dans le corps fonctionnent bien. Donc ça, c'était la partie légumes. Donc vous voyez que ça prend à peu près la moitié de l'assiette. Donc c'est vraiment une belle part de végétaux dans l'assiette quotidienne. Ensuite, on va avoir la partie féculents. La partie féculents, ça va être vraiment la catégorie alimentaire qui va nous apporter l'énergie. Donc on en a besoin, vraiment. Donc des fois, on voit certaines personnes qui peuvent enlever ces féculents, soit pour perdre du poids ou pour d'autres raisons. C'est pas forcément un bon calcul parce que justement, on va être fatigué et le corps, il va trouver de toute façon son énergie ailleurs et notamment en puisant dans les muscles. Donc, on perd de la masse musculaire. Donc, ces féculents, ils sont importants le midi, justement pour avoir une bonne satiété, pour pouvoir tenir et pas avoir faim 2 heures, 3 heures après, rapidement après le repas. Et aussi le soir, parce qu'ils peuvent favoriser aussi l'endormissement. Voilà, d'avoir des féculents, une petite portion. Et c'est pas parce qu'on dort que le corps ne fonctionne plus du tout. Le cœur, il bat toujours. Le foie, il fonctionne aussi H24. Les reins aussi. Donc tout ça, ça demande de l'énergie au corps. Donc même quand on dort, il a besoin d'énergie. Donc ça, c'est les féculents qui vont pouvoir assurer cette fonction-là. Troisième partie, ça va être les protéines. Les protéines, ça va constituer tout ce qui est structurel chez nous. Et je vais en parler un petit peu parce que j'ai dit je vais faire un focus sur la santé digestive et je vais faire un focus aussi sur l'immunité. Donc, je vais en reparler. Ça va être important aussi pour l'immunité. Et aussi pour tout ce qui est structurel et pour nos muscles, d'avoir un bon métabolisme. On a besoin de protéines. On a plein de protéines dans le corps qu'il faut renouveler très régulièrement. Donc, on a besoin aussi de protéines midi et soir, sachant qu'il existe des protéines animales. Donc, ça, c'est viande, poisson, œufs. Mais on a aussi des protéines végétales. On parlait de végétaliser l'assiette. Donc ça peut être aussi le fait de faire des repas végétaux sans viande animale, sans protéines animales. Donc les protéines végétales, est-ce que vous les connaissez? Le tofu, des choses comme ça. Pas trop en fait. Ouais. Et est-ce que vous avez entendu parler des légumineuses? Non. La patate douce, non. Non. Alors les légumineuses, ça va être les lentilles. Ah oui. Mais les pois chiches. Mais oui. Les pois chiches, tout ce qui est haricots secs, haricots rouges, haricots blancs. Est-ce que j'en oublie? On va dire c'est les principaux. Et ça permet aussi d'avoir un apport protéique. Voilà. Donc on n'est pas obligé. Voilà, ça permet aussi de réduire sa consommation. On va voir aussi la consommation maximale, notamment de viande rouge. Ça permet de diversifier. En fait, on va voir que dans l'alimentation, ce qui va être le plus bénéfique, c'est d'essayer d'avoir une diversité. Puisque, comme je disais, il n'y a pas un aliment qui a toutes les vertus. C'est vraiment profiter au maximum des vertus de chaque aliment sans en avoir trop les effets aussi des fois néfastes. On a aussi un petit peu de gras que j'ai mis, une cuillère à soupe d'huile de bonne qualité sur le schéma. Donc, moi, je suis dans le sud, donc c'est vrai que je vais parler de l'huile d'olive qui est très bien, notamment pour la cuisson. Et après, il y a des huiles qui contiennent aussi des oméga 3, dont on va reparler après sur la santé digestive, comme l'huile de colza, qui sont bénéfiques parce que c'est vrai que actuellement, on mange pas assez en fait d'oméga 3. Donc ça, je vais y revenir. Ensuite, dans l'assiette équilibrée et plutôt santé, on va avoir une portion de laitage, une portion de produits laitiers, donc midi et soir, sachant que vous pouvez prendre aussi une portion de fromage. Et puis, le fruit, la belle part aux végétaux, comme je disais, dans l'assiette, les légumes et aussi le fruit au cours du repas. Alors maintenant, c'est vrai que là, on a vu le visuel de l'assiette.
J'en ai pas parlé, il y a des quantités qui sont écrites, mais c'est vrai que c'est en fonction aussi de chacun. Notamment les féculents, ça va dépendre aussi de l'énergie dont vous avez besoin pour la journée. Ça peut varier d'un jour à l'autre en fonction du sport que vous avez fait. Donc, ça va être vraiment aussi en fonction des sensations de faim et de rassasiement. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un schéma. Là, c'était vraiment pour avoir un petit peu une vue globale et des proportions. Là, par contre, il y a aussi, en termes de proportions, on peut utiliser les mains, comme vous voyez sur le schéma. Donc, par exemple, pour la viande, quand il y a, par exemple, un steak, vous voyez, qui va être épais. Donc, on va avoir l'autre tranche de la main ici qui va être plus épaisse. Donc, la pomme, ce sera à peu près la portion dont vous avez besoin, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes grandeurs de main. Voilà. Donc, à peu près, ce sera ce qui sera équivalent pour vous. Tout ce qui est filet, qui va être un petit peu plus fin, et poisson, ben voilà, vous aurez votre main entière, à peu près, en portion, qui fera une portion de protéines. Pour les légumes, donc on a vu sur le visuel que ça prenait la moitié de l'assiette, ça peut être aussi 2 points. Le fruit, on en a parlé déjà, ça va faire une portion de fruits. Et les féculents, ben, ça va être soit 1, soit 2, en fonction de la faim aussi. Donc à adapter aussi en fonction ben, peut-être de votre journée ou de comment, voilà, comment vous vous sentez. Alors maintenant, je vais faire, après qu'on ait vu cette assiette, on va dire, globale, je vais faire un petit focus sur l'immunité et ensuite sur la santé digestive. Et finalement, vous allez voir que on retrouve dans notre assiette, l'assiette santé, tout ce qu'il faut pour bien optimiser notre immunité, notre santé digestive. Donc, pour optimiser l'immunité, on a la vitamine C, qui est assez connue pour ça. Donc, la vitamine C, on va la trouver dans les fruits et légumes qui sont crus. Dès qu'on va faire cuire, en fait, on va avoir une perte de vitamine C parce que c'est une vitamine qu'on dit thermosensible. Donc, à la chaleur, il va y avoir une partie qui est détruite. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des fruits et des légumes crus dans l'alimentation. Ça peut être, par exemple, une petite crudité en entrée ou, comme il y avait sur le schéma, on avait les légumes dans l'assiette, les légumes éventuellement cuits, mais de finir par un fruit, donc un fruit cru. Donc là, vous aurez votre vitamine C. Petit aparté aussi, je parlais des légumineuses, donc des protéines végétales. Le fer, elles contiennent aussi du fer. Le fer qui est contenu dans les protéines végétales va être mieux absorbé avec de la vitamine C. Donc, c'est-à-dire quand on va prendre une crudité, que ce soit un légume ou un fruit, ça permettra d'optimiser l'absorption du fer qui est moindre par rapport aux protéines animales. Donc ça, c'était le petit focus sur la vitamine C. Ensuite, les antioxydants. Donc là, j'ai commencé à en parler. Pareil, c'est vraiment au niveau de l'immunité, ça permet aussi de combattre les radicaux libres qu'on produit. Donc ça va être vraiment dans tout ce qui est coloré, fruits et légumes de couleur. En plus, ça permettra aussi d'avoir une belle assiette. Ça donnera un petit peu plus envie. Comme je disais, il faut vraiment qu'il y ait du plaisir dans l'assiette. Et la couleur, la présentation va permettre aussi de contenter les yeux, le cerveau, voilà, pour pouvoir se régaler. Donc ça, les antioxydants dans les fruits et légumes. La vitamine D, alors elle est connue aussi pour tout ce qui est métabolisme osseux. Mais c'est aussi une grande vitamine de l'immunité. Donc, c'est important aussi d'en avoir. Donc, on peut, par l'alimentation, effectivement, en avoir une petite portion dans les poissons gras et dans les produits laitiers. Donc, pourquoi dans les poissons gras? Parce que la vitamine, elle est transportée par le gras. Donc, il faut du gras, pour pouvoir l'absorber. Par contre, l'alimentation ne permettra jamais de couvrir les besoins en vitamine D. Donc, il y a une autre voie, on va dire, pour fabriquer de la vitamine D, c'est par les rayons du soleil. Donc, de s'exposer. Voilà. Après, il faut effectivement, je disais, les UV, ça peut aussi être à risque de cancer si on se protège pas, si en fonction des heures auxquelles on s'expose, combien de temps on s'expose. Donc voilà, c'est toujours une question aussi de balance bénéfice-risque. Voilà, donc il faut quand même assez de soleil pour synthétiser la vitamine D, mais il faut aussi s'en protéger pour pas voilà, avoir des coups de soleil et trop traumatiser la peau, on va dire, sur une longue période de sa vie. Et enfin, je reviens sur mes protéines qui vont être importantes parce que souvent, moi, j'ai des patients qui ne mangent pas assez de protéines et voilà, je leur dis vraiment que c'est important. On a notamment nos cellules de l'immunité qui s'appellent les immunoglobulines, qui sont des protéines.
Donc, les cellules qui nous défendent, nos cellules immunitaires, sont des protéines. Donc, il faut bien les fabriquer. Et on les fabrique en consommant aussi des protéines pour pouvoir les renouveler. Donc voilà, vraiment cette portion de protéines, elle est importante aussi pour ça. Donc la source, ça va être soit les protéines. Alors là, j'ai mis effectivement que les protéines animales, viande, poisson, œufs, fruits de mer, mais il y a aussi les protéines végétales dont je vous ai parlé, les légumineuses. Ensuite, deuxième petit focus sur la santé digestive. Donc l'objectif, ça va être de bien nourrir nos bactéries intestinales. On trouve principalement nos bactéries, donc là, dans le côlon, donc vraiment à la fin du système digestif. Et ces bactéries, si on les nourrit bien, en fait, il va y avoir vraiment une symbiose, c'est-à-dire qu'on va les nourrir et en échange, elles vont produire des substances qui sont bénéfiques pour notre métabolisme, pour le fonctionnement de notre corps. Donc, par exemple, elles vont produire aussi des vitamines, de la vitamine K. Et des substances qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate. Et ça, c'est bon pour la muqueuse intestinale, pour la santé intestinale. Donc, on va voir comment améliorer et comment bien les nourrir, ces bactéries. J'avais une question à poser avant. Je ne sais plus. Alors oui, avant de passer à la prochaine diapo, petite question. Est-ce que vous connaissez la différence entre les prébiotiques et les probiotiques? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, on va passer aux diapos suivantes. Comme ça, on va voir. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir les bactéries. Donc, on va leur donner à manger pour qu'après, elles soient en bonne santé elles aussi et qu'elles produisent, qu'elles aient une bonne activité et qu'elles nous produisent aussi les petites substances qui sont bénéfiques pour notre santé digestive. Donc, ça va favoriser vraiment la croissance des bactéries. Donc, on va retrouver en fait tout ce que je vous ai déjà parlé dans l'assiette santé. Les fibres vont pas être absorbées au niveau intestinal. Elles vont continuer le chemin et c'est les bactéries en fait qui vont les manger. Et donc ça va les stimuler et elles vont produire le butyrate, voilà, tout ce dont je vous ai parlé. Et en plus, elles ont l'effet aussi de réguler le transit en association avec une bonne hydratation. Donc les sources de fibres, forcément les végétaux, les légumes, les légumineuses dont on a parlé et les céréales complètes qui vont contenir aussi des fibres. Voilà. Donc ça, si on met dans cette assiette des fibres, ça va vraiment être bénéfique pour la santé digestive. Ensuite, les oméga 3. J'en ai parlé aussi. Ça va être aussi bénéfique pour nos bactéries qui vont pouvoir, voilà, ça va être aussi une de leurs nourritures. Donc les oméga 3, j'en ai parlé. On trouve dans les petits poissons gras et huile de colza, lin ou cameline. Donc, les petits poissons gras, on conseille 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, autre nourriture qu'on peut leur apporter, ce sont les polyphénols, qui sont des antioxydants. Donc, les polyphénols, on va en trouver par exemple dans les fruits et légumes violets. Alors, est-ce que vous en connaissez des fruits et légumes violets? Aubergine. Aubergine, tout à fait, oui. Tout à fait. Les petites baies, tout ce qui est mûr, myrtille, cassis. Voilà, on va avoir ce qu'on appelle ça s'appelle des anthocyanes. Ce sont ces polyphénols qui donnent cette couleur violette. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les catéchines qu'on trouve dans le thé vert ou dans les cacao. Donc voilà, donc tout ce qui est polyphénol, ça va aussi alimenter nos bonnes bactéries pour que le système y fonctionne bien. Donc ça, c'est les prébiotiques, c'est l'alimentation des bactéries, on les nourrit. Et on va avoir les probiotiques. Et les probiotiques, c'est en fait des bactéries vivantes. C'est déjà des bactéries. Et on en trouve dans l'alimentation. Alors peut-être le plus connu, ça va être le yaourt. Le yaourt, en fait, il y a des bactéries qui sont vivantes dans le yaourt. Sachant que quand on va consommer des probiotiques comme ça, c'est pas des bactéries qui vont s'implanter au niveau intestinal. C'est pour ça qu'il faut en fait en consommer tous les jours pour avoir les bénéfices. Si on arrête d'en consommer, en fait, on n'a plus les bénéfices, on n'a pas implanté des bactéries dans notre système. Le microbiote, il se fait vraiment très tôt dans la vie, entre 0 et 3 ans. C'est là qu'il se constitue. Et on va pas avoir beaucoup de nouvelles bactéries qui peuvent s'implanter. Mais par contre, on va pouvoir en prendre soin tout au long de notre vie et de notre vie et l'optimiser. Donc, on a effectivement tout ce qui est yaourt, fromage au lait cru, lait fermenté. Voilà, tout ce qui va contenir des bactéries.
On va avoir le levain. J'ai mis le levain, le pain au levain. Et aussi, alors on en trouve, c'est un petit peu plus compliqué d'en trouver parce qu'il y a peu de boulangeries, on va dire, qui en font parce que ça prend plus de temps, de pouces. Voilà, donc il y a plus de contraintes. Mais on peut en trouver dans des magasins bio, des choses comme ça. On a aussi les légumes lacto-fermentés. Est-ce que vous connaissez les légumes lacto-fermentés? Ben, j'ai lu, donc je vais tricher là. Non, je ne connaissais pas. Donc en fait, ça va être vraiment des légumes qu'on va pouvoir conserver et on arrive en fait à créer ces bactéries en les mettant dans un milieu justement sans air avec du sel aussi. Et là en fait, il va y avoir une réaction qui se fait et des petites bactéries qui vont se développer. Ça va permettre aussi la conservation et on peut les conserver plusieurs mois et les manger bien après. Donc ça permet aussi d'éviter par exemple le gaspillage s'il y a des légumes, voilà, on sait qu'on va peut-être pas forcément consommer. Ça peut être intéressant de les mettre en boîte, de mettre du sel dedans. À peu près c'est 1% de sel. Pour pouvoir les conserver et les consommer. Et là, ça va être bénéfique parce qu'il va y avoir des bactéries qui vont se développer dans ce bocal. On a aussi des légumes ou des aliments, on va dire lacto-fermentés, qui sont connus comme les cornichons, effectivement, et la choucroute. La choucroute, c'est du chou fermenté. Il y a des boissons aussi. Alors, il y a le lait fermenté, mais il y a aussi tout ce qui est le kéfir ou le kombucha, dont on entend aussi de temps en temps parler. C'est aussi un système de fermentation. Voilà, qui contient des bactéries. Donc, il peut être bénéfique aussi pour la santé intestinale. Voilà, donc là, c'est vraiment la différence entre prébiotique et probiotique. Prébiotique, c'est par notre nourriture, parce qu'on va manger, on va donner à manger aussi aux bactéries qui vont pouvoir se développer et qui vont être bénéfiques pour la santé intestinale. Et probiotique, c'est des bactéries qu'on va ingérer et qui vont aussi produire des bénéfices, voilà, mais qui pourront pas s'implanter. Donc, ce sera des consommations régulières qu'il faudra pour avoir vraiment les bénéfices continuellement. Alors maintenant, on va venir aux recommandations officielles. Donc, j'ai repris les recommandations officielles du PNNS, du Plan National Nutrition Santé. Et effectivement, comme je disais, tout est une question de fréquence, de quantité. Donc là, je vous ai remis un petit peu les quantités officielles qui sont conseillées. Donc, fruits et légumes, on a vu, c'est nos 5 portions de fruits et légumes par jour. Les produits laitiers, ça va être 2 par jour. Et 2 par jour, en fait, il y a eu des études qui ont été faites qui ont révélé que 2 produits laitiers par jour, c'était protecteur du risque de cancer, notamment colorectal. Voilà. Et donc, effectivement, les produits laitiers, on a ces bactéries aussi qui peuvent être bénéfiques pour la santé intestinale. La viande rouge, on va aussi essayer de limiter, donc 500 grammes par semaine. C'est pour ça que, comme je disais, pour atteindre aussi les recommandations, ça va être beaucoup plus facile si on arrive à diversifier. Diversifier ses apports en viande effectivement animale, que ce soit de la viande blanche, des œufs, du poisson, et aussi d'utiliser les protéines végétales. Ça permettra finalement, si c'est diversifié au cours de la semaine, de ne pas avoir que de la viande rouge, donc de diminuer cette consommation. L'alcool, les recommandations, c'est 1 verre par jour maximum et pas tous les jours. Voilà, donc il faut faire des pauses aussi. On va avoir aussi tout ce qui est produits ultra transformés. J'en ai pas encore parlé pour la santé digestive, mais effectivement, tout ce qui va être ultra transformé, souvent il va... Alors là, j'ai mis une belle photo bourrée de colorants. On voit que les couleurs sont pas forcément... voilà, ça donne... Enfin, moi, ça donne pas très envie, mais donc tout ce qui va être transformé, on va rajouter aussi des additifs comme des colorants, il peut y avoir des émulsifiants, tout ça. Et en fait, ça a un impact aussi au niveau digestif sur la santé digestive. Donc, on va essayer de les limiter. Donc, on va plutôt privilégier des produits bruts de saison et voilà, plutôt bruts et donc simplifier aussi l'alimentation. Le sel. On va essayer de le limiter à 5 grammes par jour, 5 grammes par jour. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS. Ça fait pas beaucoup, c'est vrai qu'on y arrive vite. Donc c'est déjà de limiter le sel d'ajout si vous consommez beaucoup, si vous rajoutez beaucoup de sel, si vous avez un peu la main lourde. Et après de diminuer en fréquence aussi les aliments qui peuvent être très salés. Donc comme la charcuterie, et c'est pour ça que c'est limité notamment à 150 grammes par semaine. Le fromage aussi, ça peut être très salé et donc les recommandations c'est 30 grammes
de fromage. Ça, on l'avait vu dans la petite, dans le visuel de l'assiette. Et les produits sucrés, comme je disais, c'est finalement la seule catégorie alimentaire dont on n'a pas besoin pour que le corps fonctionne bien, mais ça reste un produit plaisir. Donc, comme je disais, l'alimentation, ça reste un plaisir. Il faut vraiment pas que ce soit trop rigide, trop voilà. On va avoir la santé physique qui va être importante, mais on a aussi la santé mentale qui est importante. Donc, ça va être en fréquence effectivement raisonnable, voilà, pour pas en consommer en grande quantité et tous les jours. Mais ça peut tout à fait faire partie de l'équilibre alimentaire. Et enfin, là c'était des chiffres, mais j'aime pas finir sur les chiffres pour pas que ce soit trop rigide. Là, c'est vrai que les recommandations ont été plutôt bien faites, je trouve, parce que c'est plutôt des choses qu'on va se dire, on va essayer d'améliorer sa santé, on va essayer augmenter les végétaux. Donc, ça va être les fruits et légumes par rapport à ce qu'on fait actuellement. Donc, de végétaliser un petit peu plus son assiette. Les légumes secs, on en a parlé, c'est les légumineuses. Donc, pareil, qui vont apporter des fibres, protéines végétales. Les fruits à coque, qui peuvent être bénéfiques, à peu près une dizaine par jour. Le fait maison, pour éviter effectivement tout ce qui va être ultra transformé et tout, voilà. Après, si une fois par semaine, en fonction de l'organisation, voilà, ou une fois ou deux, on prend un produit ultra transformé, c'est pas grave. C'est vraiment l'hygiène de vie sur le long terme qui est important. C'est pas une journée sur une semaine ou 2 jours. Voilà. Si vraiment les habitudes, elles sont mises sur du long terme, c'est pas ça qui va avoir une conséquence. Donc, on va aller plutôt vers, par contre. L'activité physique, qui va être importante. Voilà, c'est la question aussi que j'avais mis au tout début. C'est aussi important que l'alimentation. Donc ça, c'est d'essayer d'augmenter cette catégorie si vous voyez que finalement, par rapport au visuel que je vous ai montré, vous êtes un petit peu inférieur. Ensuite, aller vers. On va essayer d'aller vers aussi tout ce qui est un peu plus complet. Ou semi-complet déjà, parce que c'est vrai que parce que on va avoir des fibres. Donc que ce soit des céréales, des pâtes ou autre chose, ou le pain complet, le pain aux céréales. Les poissons gras, donc ça je vous en ai parlé pour les oméga 3, et les huiles de bonne qualité, que ce soit colza, noix ou aussi olive. La consommation de produits laitiers, comme c'est écrit, suffisante, mais limitée. Donc on a vu, c'était 2 produits laitiers par jour. Et les aliments de saison, les produits localement, effectivement, ce sera toujours mieux pour la santé. Et enfin, ce qu'il faudra réduire, ça va être effectivement l'alcool dont on a parlé juste avant, les produits sucrés. Donc, c'est pas à bannir, mais c'est occasionnel pour le plaisir. Tout ce qui va être produit salé, la charcuterie et ce que je disais aussi tout à l'heure, la viande rouge. Donc, au final, ça va être vraiment un équilibre à trouver, une diversité, mais sans rien interdire. Voilà. Et je crois que c'était la dernière diapo. Oui, voilà. Et donc, j'ai fini de présenter en tout cas l'assiette santé et les recommandations. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai présenté ou d'autres questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Moi, je veux bien. Moi, j'aime pas les produits laitiers du tout. Donc, je mange pas du tout. J'aime pas le fromage, j'aime pas les yaourts. D'accord. Donc, oui. Compenser un peu plus. Alors, j'ai pas bien entendu. J'ai compris que vous n'aimiez pas du tout les produits laitiers, donc vous n'en consommiez pas. Voilà. Après, effectivement, ça va être aussi de toujours faire en fonction de. On va pas vous obliger à manger des produits laitiers, même si on dit que c'est bon pour la santé. Mais c'est de trouver. Les produits laitiers vont apporter aussi du calcium. Donc, dans quels autres aliments on va pouvoir trouver du calcium? Dans les végétaux, on en trouve aussi beaucoup. Ça peut être aussi des jus végétaux qui sont enrichis en calcium, parce qu'en fait, ils en contiennent pas suffisamment par rapport aux produits laitiers. Donc, de bien vérifier qu'ils sont aussi enrichis en calcium. Voilà, ça permettra toujours de pallier, on va dire, un petit peu à ça. D'accord. Après, c'est un équilibre à trouver. C'est pas parce que on mange pas voilà, on a une intolérance ou on n'aime pas forcément une catégorie alimentaire. On arrivera toujours à essayer d'équilibrer d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai 2 questions et après, malheureusement, il faudra que je m'en aille. Je suis désolée.
Alors moi c'était est-ce qu'il y a une cuisson qui favorise les légumes qui conservent le maximum de bons effets, vitamines, etc. On parle de la vapeur, du four, Oui. oui, sauf pas brûlé, je crois. Exactement, tout à fait. Et l'autre chose c'était par rapport, donc voilà, est-ce que la cuisson voilà est importante. Et deuxième chose c'était alors le nom m'échappe, mais moi j'ai un homéopathe qui me bourre d'éléments en plus, de magnésium, de choses pour Compléments alimentaires. Comment, des complémentaires, ouais, c'est ça, alimentaires. Des compléments alimentaires. Comment est-ce que ça se dose par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport au cancer à proprement parler? Je ne pense pas, mais voilà. Alors, la première question, donc, c'était sur, je sais plus. La cuisson. Sur la cuisson. Donc la cuisson, effectivement, comme on disait, tout ce qui va être, on peut avoir des vitamines qui sont thermosensibles et même hydrosolubles. On va avoir une perte vitaminique. Donc c'est vrai que la cuisson de la température va permettre de garder un maximum, on va dire, les vitamines et les minéraux. Et ensuite, par rapport aux compléments alimentaires, alors moi je commence toujours par l'assiette. Hein. Je sais pour moi, il n'y a pas je pense pas forcément judicieux de prendre des compléments alimentaires si déjà l'assiette n'est pas équilibrée ou qu'on n'a pas optimisé. Et après, ça va dépendre effectivement des carences parce qu'on peut, malgré une assiette optimisée, avoir des carences. Donc ça, effectivement, c'est vous êtes suivi par votre médecin, c'est vraiment avoir avec lui. Donc il y a par contre, effectivement, il y a des bonnes formes. Vous parliez du magnésium. Il y a certains types de magnésium qui vont pas bien être absorbés au niveau intestinal et qui peuvent justement donner des troubles digestifs. Donc, on va conseiller par exemple le bisglycinate de magnésium. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est à individualiser et à voir avec votre professionnel de santé. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que... Oui, non, il n'y a pas de contre-indication à pas en parler. Non. Par rapport au cancer même, non? Non. Ah, alors il peut y avoir des contre-indications. Ah si. Justement, il faut faire très attention aux compléments alimentaires, à tout ce qui est plantes, parce qu'il peut y avoir des contre-indications avec le cancer, tout à fait. Donc là, après, ça va être vraiment individuel et toujours aussi à voir avec votre médecin. Si vous avez un traitement en cours, il faudra toujours le dire à l'équipe médicale, parce qu'effectivement, ça peut avoir une interférence avec les traitements. Okay. Donc, voilà. Après, c'est vraiment faire le point avec votre équipe médicale. Moi, j'ai pas le dossier, donc je vais pas pouvoir vous donner une réponse franche. En fait, ça va dépendre de votre traitement, quel traitement vous avez et ce qu'on vous a conseillé. Voilà. Mais moi, je dirais de toujours quand même prévenir l'équipe médicale pour qu'ils soient au courant et pour aussi avoir leur avis et voir s'il n'y a pas de contre-indication. Mais oui, les compléments alimentaires, il faut faire attention. Et notamment, voilà, même les antioxydants, on parlait de prévention. Là, je parlais des antioxydants dans l'alimentation. Tout ce qui va être antioxydant, ça peut aussi être délétère pendant les traitements, par contre. Donc ça, effectivement, il faut bien se renseigner avec son équipe médicale. Moi, j'avais une question aussi. C'était la proportion des laitages par rapport au point. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé des laitages dans les proportions. Oui, alors les laitages, ça va être, comme c'était noté, c'était soit un laitage, soit un fromage. Le fromage, j'en ai parlé un petit peu après, ça va être 30 grammes. Alors, ça peut être aussi, par exemple, si c'est du fromage à pâte dure, avec les doigts, c'est 2 phalanges, en fait. Alors, on voit pas bien. Ça va être vraiment, même si on prend les 2 doigts à peu près. Ça va être vraiment cette proportion-là. Et pour les laitages, c'est à peu près un yaourt, c'est 125 grammes. Voilà. C'est une portion usuelle, on va dire. Donc, qu'on trouve dans le commerce. Donc, on va pas peser, on va pas... Voilà, il faut que ce soit simple. Vous avez d'autres questions? Est-ce que c'était clair? Manger pimenté, c'est pas bon. De mettre du piment. J'ai pas entendu. Rajouter du piment dans son assiette, est-ce que c'est mauvais? Moi, je vous demanderais, est-ce que ça vous fait des troubles? Qu'est-ce que vous sentez? Non, parce qu'en fait, je sale très peu. Et j'aime bien le piment, donc je mets un petit peu de piment dans mon assiette
mais juste dans mon assiette. Après, pour voilà. prendre le goût des concombres, en, des choses comme ça. Si c'est en petite quantité, que vous ne sentez pas forcément d'effet, on va dire, délétère, il n'y a pas de raison que... C'est pas dangereux. D'arrêter, non. D'accord. Il va y avoir, par exemple, sur un aliment où il faut faire attention, ça va être le pamplemousse, où il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec le pamplemousse. C'est pourquoi voilà, Pourquoi? Oui, parce qu'il y a une enzyme en fait à l'intérieur du pamplemousse qui peut avoir voilà, une interaction qui peut activer ou inactiver en fait certains médicaments. Et la grenade, non, on m'avait dit que c'était bon. Tout ce qui est grenade, non, c'est plus pourquoi. La grenade, le jus de grenade ou la grenade Ben, comme je disais, en fait, il ne va pas y avoir un aliment qu'on peut dire il est bon ou il est mauvais. Vous voyez, c'est vraiment l'équilibre global. Donc oui, si vous voulez prendre de la grenade, vous pouvez. Il va y avoir des antioxydants, il va y avoir plein d'effets bénéfiques, mais c'est pas juste la grenade qui est protectrice ou qui va vous faire du bien, vous voyez. Donc c'est vraiment une alimentation globale. Ok, merci. C'était par rapport au traitement peut-être, par rapport à la grenade. C'était par rapport au traitement, la question par oui. Alors, ouais, ben, ça, j'ai pas forcément une réponse. J'ai pas regardé si, comme le pamplemousse, il peut y avoir des interactions, mais je sais pas. Ça, ce serait pas à voir en fonction du traitement que vous avez. Mais après, par rapport au traitement, je peux poser une question. Oui. Quand on a un cancer du sein hormonodépendant, on est donc sous hormonothérapie. Oui. Et donc j'ai vu un diététicien et bon, ils nous disent qu'on peut prendre quelques kilos. Et quand je parle avec certaines femmes, elles prennent énormément de kilos sans changer leur alimentation, continuant le sport. Et moi, c'est le contraire. J'arrête pas de maigrir et je fais un blocage alimentaire terrible, quoi. Donc justement par peur de ce que vous aviez entendu, par peur de grossir. Non. Vous avez changé. En fait, ça fait 1 an que je suis sous hormonothérapie, donc j'ai dû prendre 3 kilos les 15 premiers jours, et puis après, ça s'est vraiment stabilisé. Donc, je me suis dit, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Si on me dit qu'il y en a qui prennent plus de 10 kilos, je m'en sors pas trop mal, et puis voilà, je suis restée positive. Et en fait, dès que je suis très fatiguée, ça m'agit sur le moral, j'ai une boule et je mange plus, quoi. Donc En fait, c'est ça. Donc je continue à aller faire mes 5 heures de sport, je continue à rire, à être bien pour tout le monde, mais intérieurement je suis pas bien, quoi. Oui, mais en fait c'est ça, c'est que quand vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas faim, si vous mangez plus, que vous continuez en plus le sport à côté, forcément le corps va puiser son énergie ailleurs et comme je disais, il va dégrader au niveau des muscles. Donc vous allez sûrement avoir une fonte musculaire, et ce qui fait que vous allez aussi perdre du poids parce que pendant cette période où vous mangez moins, forcément vous avez moins d'énergie, moins d'apport. Je me force en fait, je me force à manger. J'en suis à un état où je vais me faire à manger et je me force, quoi. C'est alors que j'aime manger. Ouais. Donc c'est très compliqué. Ce qu'on peut essayer aussi, c'est de ce qu'on appelle fractionner l'alimentation. C'est qu'au lieu de prendre un gros plat, voilà ce qu'on a vu, l'assiette santé par exemple le midi et le soir, c'est de prendre une petite collation le matin parce que vous aurez moins faim effectivement le midi ou pas forcément le goût à manger. De prendre aussi quelque chose l'après-midi, voilà, un petit fruit, des petites des petites amandes ou un yaourt, voilà, de fractionner l'alimentation pour pas avoir juste un gros repas en fait le midi et un repas le soir avec tous les légumes, les protéines, les féculents, mais aussi le yaourt et le dessert, voyez. Donc peut-être le yaourt et le dessert, le produit laitier vous le mangez pas, mais le fruit et quelques amandes vous pouvez les décaler, voilà. Pour essayer vraiment ou ça peut être avec un petit peu de glucides, si vous n'avez pas mangé assez de glucides, de féculents le midi, de prendre peut-être une petite tranche de pain avec un peu de chocolat justement, qui ferait peut-être du bien au moral à ce moment-là, avec un fruit à 4 heures, voyez. Donc c'est d'essayer, si vraiment vous sentez que ça passe pas, de faire des petites quantités, mais plus souvent. D'accord. Voilà. Merci.
Je dois filer, je m'excuse, hein, j'ai un rendez-vous à 7h30. Excusez-moi, merci beaucoup. Ben, écoutez, on arrive à la fin, de toute façon. Donc, merci à vous de vous être connectés. Et puis, écoutez, on reste à votre écoute. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et l'opportunité de discuter avec des personnes spécialisées et de bons conseils. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Non, ça s'est pas déconnecté. Marianne, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous avez laissé votre ordinateur allumé en fait sur la session. Sinon, c'est un autre lien. Vous prenez pas fait 5 minutes. Sinon, on peut se déconnecter et faire un autre lien. Je fais un autre lien 5 minutes pour faire un petit débriefing. On Ok, fait ça? c'est comme ça. Allez, à de suite. Merci.